Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue à cette, je ne les ai pas comptés en fait, neuvième session francophone qui est le fruit d'un partenariat entre la France, la mission de la France auprès du désarmement, l'Organisation internationale de la francophonie et l'UNIDIR pour traiter des questions de paix, sécurité, désarmement en français, ce qui est... on ne m'entend pas. Merci Camilla. Je vais me rapprocher du micro, qui est important puisque c'est une session qui est suivie également en ligne par pas mal de personnes qui se sont inscrites aujourd'hui et qui ont elles aussi l'opportunité de poser des questions à nos panélistes à travers Internet, questions qui seront bien entendu relayées. Mais avant ça, un bref mot d'introduction. Cette neuvième session donc est consacrée à l'intelligence artificielle. On ne va pas épuiser le sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet de grand intérêt et qui fait l'objet aussi évidemment de beaucoup de curiosité depuis qu'il y a 2 ans bientôt maintenant, un système d'intelligence artificielle grand public, d'intelligence générative basée sur la technique dite des Large Language Models s'est imposée, ChatGPT bien sûr, et tout d'un coup le grand public s'est rendu compte qu'il y avait des machines qui d'une certaine façon pouvaient apprendre toutes seules. Ce sont des propos évidemment qu'il faut toujours entourer de guillemets parce qu'il y a évidemment beaucoup de conditions et de paramètres sur cet apprentissage. Il n'empêche qu'on a imaginé là le surgissement de techniques radicalement neuves, alors qu'en réalité l'intelligence artificielle repose sur des technologies qui sont travaillées depuis maintenant plus de 60 ans, c'est-à-dire elles se sont mises en route à peu près au même moment que le travail sur ce qui donnera naissance à Internet et plus généralement aux technologies numériques. Appliquées au système d'armement ou à la problématique du désarmement, ou plus généralement à la problématique de la paix et de la sécurité, évidemment, ce sont des technologies qui à la fois suscitent l'espoir, parce qu'elles peuvent peut-être permettre d'identifier, de travailler, de contrôler différemment toute une série de pratiques, mais qui suscitent aussi la crainte, puisque qui dit auto-apprentissage pourrait entraîner peut-être une autonomie de certaines de ces machines. C'est ce que nous allons commencer à débroussailler aujourd'hui. Je suis sûr que nous aurons d'autres sessions sur le sujet et je remercie beaucoup les panélistes qui ont accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Il s'agit en particulier de la docteure Joanne Kirkham, qui est chargée d'études juridiques en droit des conflits armés au sein du Bureau du droit des conflits armés, qui fait partie de la sous-direction du droit international et du droit européen, à la direction des affaires juridiques du ministère des Armées de la France. C'était un peu long. Alors, Dr Kirkham va nous rejoindre en ligne. Monsieur Éric de Montgelard, qui est à ma gauche et qui, au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, est un spécialiste à l'intérieur de l'équipe conflits armés et insécurité au sein de la section État de droit et démocratie. Et également la docteure Yasmine Afina, qui est chercheuse à l'UNIDIR, à ma droite. Mais avant de les interroger, je vais donner la parole à Madame Fanny Seban,
qui est chargé des affaires politiques au sein de... C'est politique. Oui, ça va, je peux dire ça. Au sein de l'UNIDIR et qui représente aujourd'hui le directeur de l'UNIDIR, Robin Gates, malheureusement empêché à la dernière minute. On remercie tout particulièrement Fanny d'avoir pu prendre le relais au pied levé. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. C'est avec un réel plaisir et honneur pour moi de prononcer ces quelques mots d'introduction au nom, comme vous l'avez dit, de notre directeur, Dr Robin Gates, directeur de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, l'UNIDIR, que je représente et dont je vous transmets ses regrets de ne pas pouvoir être présent parmi nous aujourd'hui. Ce séminaire est donc la 9e rencontre francophone sur les enjeux clés du désarmement, organisée pour la première fois dans l'histoire de l'Institut. Et je tiens à vous remercier, Monsieur l'ambassadeur Monceau, et également Madame l'ambassadrice Camille Petit, pour leurs engagements et le soutien témoigné à l'égard de ce projet. Nous espérons que ces séminaires ne sont que les prémices d'une longue série d'initiatives conjointes. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, est véritablement d'actualité. L'intelligence artificielle n'est pas seulement en train de remodeler notre monde, elle est en train de le révolutionner. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du secrétaire général des Nations Unies, prononcés au Conseil de sécurité lors d'un débat sur le sujet le 19 décembre dernier. En effet, avec une vitesse sans précédent, l'IA a intégré et transformé notre quotidien. Comme tout progrès technologique, son utilisation n'est pas restreinte à la sphère civile, elle est d'ores et déjà réelle, notamment dans le domaine militaire. Alors l'utilisation croissante de l'IA à des fins militaires, ainsi que pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, pose toute une série de questions, à la fois technologiques, légales et éthiques. Il convient ici de rappeler les nombreuses initiatives menées par les États eux-mêmes pour faire avancer ces discussions à l'échelle internationale, à l'instar de l'initiative REAIM, des premiers sommets sur l'utilisation responsable de l'IA dans le domaine militaire, co-organisé en février 2023 et septembre 2024 par les Pays-Bas et la République de Corée, et dont la prochaine édition sera organisée par l'Espagne en septembre prochain. En février 2023, les États-Unis ont également publié une déclaration politique sur l'utilisation responsable de l'intelligence et de l'autonomie artificielle. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 pays qui ont endossé un appel à l'action à l'issue du premier sommet REAIM pour une utilisation responsable de cette technologie dans les armées. Des consultations régionales ont également été organisées pour consolider les acquis en amont du deuxième sommet et l'UNIDIR a eu l'honneur d'y participer et je laisserai le soin à ma collègue Dr Yasmina Fina d'en parler davantage durant son intervention. Enfin, le récent sommet pour l'action sur l'IA de Paris, qui s'est tenu en février dernier, a notamment mis en lumière l'urgence d'aborder ces questions à l'échelle internationale. À cet égard, le Pacte pour l'avenir des Nations Unies, adopté le 22 septembre dernier, souligne dans son volet sur la science, la technologie et l'innovation la nécessité d'une coopération internationale suivant les principes d'équité et de solidarité, ainsi que la promotion d'un usage responsable et éthique des technologies. Il faut également reconnaître que le Pacte numérique mondial est une initiative pionnière dans ce domaine, en posant les premiers jalons et principes d'une gouvernance de l'IA, bien que le champ d'application ne couvre pas tous les périmètres d'action, d'où l'importance de notre débat aujourd'hui. Dans ce contexte, le secrétaire général des États-Unis a proposé notamment la création d'un groupe scientifique international indépendant sur l'IA et a encouragé les États membres à discuter de cette question au sein même de l'Organisation des Nations Unies. Pour répondre à cet appel, l'UNIDIR est pleinement engagée à contribuer au débat en partageant son expertise technique sur le sujet dans toute sa complexité et sa dualité. Comme nous le ferons aujourd'hui en discutant à la fois des opportunités mais également des risques de l'IA pour la paix et la sécurité internationale, tout en prenant en considération que la frontière entre les domaines civils et militaires devient de plus en plus poreuse, avec notamment la question des technologies à doubles usages. Le programme Sécurité et Technologie de l'UNIDIR a ainsi récemment organisé au sein même du Palais des Nations, les 27 et 28 mars dernier, la première conférence mondiale sur la sécurité et l'éthique de l'IA, réunissant une diversité de représentants et d'acteurs pour traiter de tous ces enjeux,
avec un record de participation que je voudrais souligner, environ 500 participants durant les 2 jours de conférence et plus de 6000 participants en ligne, témoignant de l'intérêt croissant pour cette question. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir également poursuivre la discussion aujourd'hui dans ce format et en français, car comme vous le savez, l'UNIDIR accorde une importance toute particulière au multilinguisme qui est le corollaire d'un dialogue inclusif. Je vous remercie de votre attention et nous souhaite à toutes et à tous une excellente conversation. Je vous remercie beaucoup, Fanny, pour cette introduction qui a en effet le grand mérite de rappeler que nous sommes en pleine phase de négociation, hein, on peut employer ce terme. Les États membres actuellement à New York, notamment la semaine dernière encore autour de ce dialogue sur l'IA et de la mise en place du groupe, du comité scientifique indépendant qui est prévu par le pacte numérique mondial adopté le 23 septembre dernier. Nous sommes au cœur de cette année qui devrait être assez décisive en fait, puisque en fin d'année, l'Assemblée générale décidera à la fois de ces deux dossiers, le dialogue et la mise en place du comité scientifique, mais aussi de l'avenir du processus multiparties prenantes, multi-stakeholders en matière de gouvernance. Le sommet, la 20e réunion de suivi du sommet mondial sur la société de l'information se tiendra ici même à Genève du 7 au 11 juillet prochain. Au même moment se tiendra le sommet IA pour le bien commun, AI for Good, tout cela à Palexpo. Ce sont des moments extrêmement importants. Nous aurons d'ailleurs, la francophonie organisera le 5 et le 6 juillet un forum francophone de la gouvernance du numérique et de l'IA. Nous comptons évidemment sur la présence et l'expertise de l'UNIDIR pour que ces questions soient abordées de manière pointue. Je n'ai pas cité, mais c'est un autre enjeu extrêmement important sur la question de l'IA, la gouvernance des données, qui elle-même fait l'objet d'un processus actuellement en cours sous les auspices de la CSTD, de la Commission pour la science et la technologie pour le développement, qui est abritée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Donc 3 courants, le mécanisme sur l'IA, les données, l'avenir de la gouvernance multipartite qui doivent se rejoindre dans le processus décisionnel d'ici le mois de décembre et donc en intervenant maintenant sur cette question, nous contribuons évidemment à l'information. Nous allons maintenant passer à la première partie de cette session, un débat modéré avec nos panélistes, et puis dans un deuxième temps, dans 35-40 minutes à peu près, le débat s'élargira à vous qui êtes présents ici dans la salle 8 du Palais des Nations, mais à vous aussi qui nous suivez en ligne. Donc n'hésitez pas à déjà préparer vos questions. On relaiera bien sûr celles qui nous arriveront via Internet. Je précise encore que ces sessions sont enregistrées, donc vous pourrez retrouver les contenus. Le débat avec vous ne le sera pas, hein, par respect pour la vie privée précisément et les données personnelles. Nous n'allons pas inclure cette partie du débat, mais nos modérateurs, nos panélistes ont eux accepté que ce débat soit enregistré pour ce qui les concerne. Alors, je vais peut-être d'abord m'adresser à vous, docteur Afina. On l'a dit en introduction, l'IA est affaire d'opportunités et de risques. Dans le domaine militaire, comment vous, à l'UNIDIR, évaluez-vous ces opportunités et ces risques quant au développement, au déploiement et à l'utilisation de l'IA. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir ce que disent déjà les États à ce sujet. Et ce qui nous intéresse toujours particulièrement à l'EIF, ce n'est
pas toujours la représentation que l'on peut en avoir, mais qui est une organisation africaine qui a été fondée par des chefs d'État africains. Qu'est-ce qu'en disent les États les moins représentés, finalement, les régions les moins représentées sur la scène internationale? Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, ainsi que pour votre question. Il est clair que si on s'appuie sur les recherches que nous avons effectuées au sein de l'UNIDIR sur le sujet de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, un nombre d'opportunités, mais également de risques découlent de leur développement, déploiement et de l'utilisation. Donc, les réflexions que je vais partager aujourd'hui s'appuient notamment sur notre participation aux consultations régionales organisées par la République de Corée et les Pays-Bas dans la première moitié de 2024 que Fanny a partagé juste à l'instant, en coopération avec le Singapour, la Turquie, le Kenya et le Chili en amont du deuxième sommet de ReAIM qui a eu lieu en septembre 2024 et auquel l'UNIDIR a eu le privilège d'y participer pour en tirer nos propres observations sur les points communs ainsi que les points de tension ou de différence, va-t-on dire, tout fait par ailleurs partie d'une publication de l'UNIDIR issue l'automne dernier. Donc d'une part, si on commence par les risques, car c'est ce qui a tendance à prédominer la plupart des discussions actuelles, tant au niveau international qu'aux régionaux et nationaux, que ce soit dans les discussions interétatiques ou même avec les industries, les experts académiques ainsi que les ONG. Ces risques sont nombreux et divers et touchent différents domaines. Ces risques peuvent être premièrement d'ordre technologique, tels que les risques reliés à la cybersécurité de ces systèmes, ainsi que le manque de transparence dans certains systèmes menant à ce que l'on qualifie souvent de problème de la boîte noire ou le black box. Ces risques peuvent également être d'ordre plus stratégique et concernant davantage tout ce qui est sécurité et stabilité, avec notamment des inquiétudes portant sur la prolifération de ces technologies dans les mains des groupes armés non étatiques, ainsi que les risques d'escalade de conflits, notamment sur les si les prises de décision se fondent sur l'utilisation de l'IA sans quelconque degré de surveillance humaine ou du moins de contrôlabilité. En plus de cela, nous avons constaté, notamment lors de nos consultations régionales, que ces risques sont également d'ordre socio-économique, ainsi que le maintien et le respect des droits de l'homme sont des sujets de prédilection dans des régions ayant tendance à être sous-représentées dans les forums internationaux. Donc ces risques découlent entre autres des inquiétudes portant par exemple sur les données biaisées sur lesquelles ces systèmes pourraient être entraînés, ne prenant pas en compte les réalités culturelles sur le terrain. Donc, par exemple, on peut penser au port d'armes qui pourrait être potentiellement tant indiquer l'adhésion à un groupe armé non étatique, où il se pourrait que ce soit en fait accepté culturellement, par exemple pour les bergers, ou même pour certaines célébrations que des civils portent un type d'arme très spécifique. Et si ce facteur n'est pas pris en compte dans les données sur lesquelles ces systèmes de ciblage sont entraînés, cela pourrait donc causer pas mal de soucis, on va dire. D'autre part, on ne devrait pas non plus négliger les opportunités, comme vous l'avez dit, que pourraient présenter en principe ces technologies dans le domaine militaire, que ce soit pour supporter tout ce qui est logistique ou même pour aider dans la prise de décision. Ces technologies, tant qu'elles sont fiables d'un point de vue technique ainsi que juridique, le développement, déploiement et l'utilisation de ces technologies pourraient en théorie renforcer le respect du droit international, notamment le droit international humanitaire, ainsi que le droit international des droits de l'homme. On pourrait également penser à d'autres opportunités concernant le maintien de la paix et la sécurité internationale, notamment à travers un meilleur système de gestion de l'information et des données pour soutenir les opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'est un sujet dont on avait traité lors de notre conférence il y a 2 ou 3 semaines de cela et dont l'enregistrement est disponible sur YouTube. On peut également penser aux opérations d'ordre humanitaire, telles qu'en réponse aux catastrophes naturelles, ainsi que pour supporter la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Donc je vais m'arrêter là parce que je sais que mes collègues Eric ainsi que Joanne ont pas mal de choses à partager, notamment sur le DIH et le droit de l'homme. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Afina. Je vois que le Dr Kirkham est en ligne, ce qui est une excellente chose, puisque, comme cela a été signalé, mon excellente collègue Camille Petit n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais la France est dignement représentée par la Dr Kirkham. Vous êtes juriste, je l'ai dit, du point de vue du ministère des Armées.
quelles sont les opportunités que l'IA pourrait apporter en matière de respect du droit international humanitaire et quelles sont... Ah, non, que la technologie ne nous lâche pas maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, vous êtes toujours là, tout va bien. Et quels sont les risques, toujours dans le domaine du DIH, auxquels la communauté internationale devrait faire attention? Si vous pouviez aussi peut-être nous dire un mot des conclusions du sommet de Paris, du sommet pour l'action dans l'intelligence artificielle qui s'est tenu le 9 et le 10 février, ou le 10 et le 11, je ne sais plus, février. Quels sont, de ce point de vue-là, peut-être les éléments qui ont été mis en exergue? Vous avez la parole. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Parfait. Je me vois, tout du moins, donc j'espère que tout fonctionne adéquatement. Un grand merci tout d'abord à l'UNIDIR pour cette très gentille invitation à représenter effectivement le ministère des Armées et plus largement la France dans cette discussion que je trouve d'ores et déjà très intéressante. En ce qui concerne spécifiquement votre question, monsieur l'ambassadeur, elle intervient à point nommé, puisque vendredi dernier, la France a rendu sa contribution au rapport du secrétaire général des Nations Unies, en application de la résolution 79-239, concernant l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Dans cette contribution, il nous a semblé important de rappeler effectivement tant les impacts, on va dire, positifs que négatifs que pourrait avoir l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, et particulièrement en ce qui concerne le respect du droit des conflits armés. Alors pour répondre plus spécifiquement à votre question, il me semble, et cela a été dit par ma collègue la docteure Afina, qu'il faut rappeler que l'intelligence artificielle n'a pas vraiment vocation à remplacer l'humain sur le champ de bataille, mais à le soutenir. Et donc on parle de renforcement de capacités opérationnelles. Ainsi, il s'agit de profiter pleinement des capacités qu'offre l'intelligence artificielle afin d'accroître le respect du droit des conflits armés, tout en prenant en compte effectivement certains risques. Pour ce qui est des exemples d'opportunités, on peut penser notamment à l'appréciation de la proportionnalité d'une attaque qui pourrait par exemple être renforcée grâce à une fiabilité d'analyse scientifique et au renforcement grâce à l'IA par l'agrégation d'un très large nombre de données d'une méthode d'évaluation des risques et de pertes et de dommages civils qu'on appelle Collateral Damage Estimation, CDE. Et donc cette méthode permettrait grâce à l'IA d'être, en tout cas serait renforcée pour mieux apprécier une proportionnalité d'une attaque. De la même manière, on peut imaginer que l'intelligence artificielle pourrait être utile pour limiter les dommages collatéraux civils et pour garantir qu'ils ne soient pas excessifs par rapport à l'avantage militaire poursuivi, en offrant au commandement une large palette de méthodes et de moyens pour conduire l'attaque. Pour préciser, l'intelligence artificielle pourrait permettre de conseiller le commandement dans le choix de moyens non létaux, par exemple, de moyens plus conventionnels, mais aussi, par exemple, en utilisant des moyens dits cyber qui pourraient peut-être, en tout cas, limiter les dommages physiques dans le monde, on va dire, réel. Enfin, et puisque c'était l'autre partie de la question, je ne vais pas parler effectivement que des avantages, qu'il existe des risques qui ont déjà été soulignés par la docteure Afina. Les applications militaires de l'IA soulèvent un risque, en tout cas c'est un des plus prégnants pour nous, celui de déresponsabilisation, induit notamment par une dépendance aux technologies. Il faut, en tout temps, au titre du droit des conflits armés tout du moins, que l'opérateur ou le chef militaire soit en capacité de prendre une décision, et une décision qui soit éclairée au regard du droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut récupérer des informations actualisées sur la situation, demander un conseil juridique et faire ce qui est pratiquement possible pour minimiser les effets incidents contre les personnes et les biens protégés. Et donc cette capacité à prendre des décisions, cette capacité à agir, elle nécessite de donner au commandement et à l'opérateur un certain nombre de moyens, que ce soit des moyens techniques, par exemple des biais d'actionnement direct sur le système, mais aussi et surtout des connaissances sur son fonctionnement et un temps suffisant pour agir. On appelle ça communément dans les discussions sur les systèmes d'armes létaux autonomes, qui sont un pendant de l'IA militaire, le contrôle humain.
Mais pour nous, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour notamment éviter la déresponsabilisation et éviter une utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire sans aucune forme de contrôle. Et cela me permet de faire le lien, sans pour autant que je l'ai anticipé en amont, avec la dernière question posée par vous, Monsieur l'ambassadeur, sur le sommet qui a eu lieu à Paris. Il y a eu un segment sur l'IA militaire organisé par mes collègues du ministère des Armées et du ministère des Affaires étrangères. Et à cette occasion, une déclaration endossée par plusieurs États rappelle notamment la nécessité d'un contrôle humain sur l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire, qui nous semble encore une fois être particulièrement important. Et ce sommet a été l'occasion, encore une fois, de mobiliser une diversité d'expertises, expertise technique, mais aussi provenant de la société civile, pour un peu parler de ce sujet, ce qui me semble être ce que Madame Ardant avait appelé une idée d'inclusivité qui nous est aussi particulièrement importante, et je pense qu'on y reviendra. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous. Donc cette notion de déresponsabilisation que vous présentez comme le risque majeur, est-ce que le contrôle humain tel que mis en évidence par le sommet de Paris est aujourd'hui la principale réponse qui peut être donnée pour parer à ce risque? Merci immensément pour cette question. Cela dépend effectivement de la notion que l'on peut avoir du contrôle humain. À notre sens, l'idée du contrôle, elle transcende la question simple de l'utilisation et du contrôle sur l'utilisation dans un conflit armé d'un système, mais repose aussi sur une idée de contrôle, en tout cas de gouvernance en amont. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des données, de la manière dont le système va être programmé, du choix des cibles et aussi, après éventuellement une attaque, de vérifier en tout cas que le système a fonctionné correctement. Et il constitue à cet égard un des moyens, on va dire, un moyen de garantir une forme de présence humaine. On va aussi parler de human agency, par exemple, en anglais, qui est un terme peut-être un peu plus englobant. Mais à notre sens, oui, il s'agit, au-delà des questions techniques que mentionnait Yasmine, d'un moyen de garantir en tout cas la centralité de l'humain dans la prise de décision, particulièrement pour des fonctions critiques qui peuvent s'avérer, du point de vue juridique, les plus, on va dire, je ne vais pas dire compliquées, mais en tout cas celles qui nous intéressent particulièrement et comportent des risques. Merci infiniment pour cette précision. Alors maintenant, je me tourne vers Monsieur Éric Mongelard, donc représentant ici du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et précisément en tant que représentant du HCDH, pouvez-vous nous dire quel est pour vous le lien entre l'utilisation de l'IA dans le domaine de la sécurité et de la défense et le droit international, les droits de l'homme en fait, quels sont les principaux risques identifiés dans le domaine du droit international des droits de l'homme encourus par l'utilisation de ces technologies dans la perspective évidemment de la recherche de la paix et de la sécurité internationale. Et même question, hein, quelles sont les opportunités aussi sous cet angle spécifique, celui du DIDH? Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et je voudrais commencer aussi en remerciant l'OIF et UNIDIR d'avoir associé, d'avoir invité le HCDH à intervenir pendant cette session, et notamment en français, ce qui est bien et nous force aussi à travailler dans une des langues de travail des Nations Unies. Donc, alors, je pense. Voilà, le droit international des droits de l'homme est pertinent non seulement parce qu'il est souhaitable et parce qu'il apporte certaines valeurs, un véhicule de valeurs, mais aussi parce qu'il s'agit d'une obligation. Et il s'agit d'une obligation dans le domaine sécuritaire, dans le domaine militaire, bon, aussi bien parce que, il y a une continuité de l'application des droits de l'homme pendant les conflits armés, avec une spécificité pour le DIH lors de la conduite des hostilités, mais pour tout ce qui est des autres opérations militaires, on va se tourner vers les droits de l'homme qui sont le cadre juridique de référence, y compris aussi, par exemple, pour tout ce qui est des opérations certaines opérations de détention, etc. Le droit international des droits de l'homme aussi fournit un cadre plus général au niveau juridique. C'est un cadre contraignant qui s'applique tout au long du cycle de vie de l'intelligence artificielle.
qu'il s'agisse de la conception, du développement et du déploiement et de l'utilisation et la régulation de l'intelligence artificielle. Donc les droits de l'homme viennent vraiment apporter un cadre et des réponses aussi pour à chacune de ces étapes du cycle de vie. Donc les technologies telles que l'IA, qu'elles soient initialement conçues à des fins civiles ou militaires, sont souvent et dans la plupart des cas à double usage. Donc elles sont facilement transposables et peuvent brouiller les frontières entre les usages civils et militaires. Des technologies qui sont développées pour un usage militaire pourraient facilement être utilisées par les forces armées dans un contexte de maintien de l'ordre, par exemple, que ce soit en territoire occupé ou ça a été mentionné par exemple lors d'opérations anti-pirates, donc qui sont des opérations essentiellement de police, mais où est-ce que des technologies développées pour le domaine de la défense seraient susceptibles d'être utilisées. Donc, inversement, certaines technologies à usage militaire, telles que la reconnaissance faciale, sont susceptibles d'être utilisées dans des contextes civils, tels que les opérations de maintien de l'ordre ou de contrôle aux frontières. Cela et donc, inversement aussi, ces technologies civiles, parfois la reconnaissance faciale, elle est développée au contraire dans le civil et adaptée ensuite pour un usage militaire. Donc, cela soulève des préoccupations en matière de respect de la vie privée, de discrimination et de licité de recours à la force lors d'opérations de police. Le HCDH a souligné l'importance d'aborder le développement et l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire au-delà des systèmes d'armes autonomes, notamment les applications plus larges de l'IA dans le domaine militaire, telles que l'analyse de renseignements, la surveillance, les systèmes d'aide à la décision, présentent autant, voire parfois davantage de risques d'atteinte aux droits de l'homme que les systèmes d'armes autonomes. L'IA n'est pas une arme, mais une technologie habilitante avec des usages multiples. Pour continuer un peu sur les risques dans le domaine du DIDH encouru par l'utilisation de ces technologies, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire est susceptible de transformer profondément tous les aspects des affaires militaires. Ces applications peuvent être utilisées de diverses manières qui ont des implications importantes pour les droits de l'homme. Encore une fois, notamment pour ce qui est de l'identification des cibles et le fonctionnement de systèmes d'armes. Et ces risques, donc, ces utilisations représentent de nombreux risques pour les droits de l'homme, notamment le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à la liberté, le droit de ne pas être soumis à la torture, si c'est par exemple des systèmes de décision qui, par exemple, aident à déterminer quelles personnes doivent être détenues, etc., internées. Donc, et évidemment, le droit de ne pas être victime de discrimination. Ensuite, il y a les risques de prolifération et de course aux armements qui représentent un réel risque pour le droit à la vie. Ce risque, c'est que cette technologie soit diffusée au-delà des champs de bataille, notamment dans les domaines de maintien de l'ordre, de la lutte contre le terrorisme, ou encore que ça tombe dans les mains d'acteurs non étatiques. Donc, par rapport, si on pense à des systèmes d'armes autonomes antipersonnels, il y a un réel danger que la force soit utilisée sans satisfaire aux exigences plus strictes imposées par le droit international des droits de l'homme et qui pourrait conduire à des privations arbitraires de la vie. Ensuite, la question, selon nous, n'est pas de savoir n'est pas de savoir si, mais quand les groupes criminels ou armés non étatiques auront accès et utiliseront des nouveaux systèmes d'armes autonomes peu coûteux et de petite taille, entraînant davantage de pertes humaines, que ce soit dans un contexte de conflit armé ou dans des situations de tension ou de violence. L'utilisation des systèmes basés sur des données présente aussi un risque de résultats erronés ou biaisés, comme mentionné par Yasmine, en fonction des données utilisées pour l'entraînement des modèles de l'IA. Ça peut conduire à une identification erronée de cibles qui ne constituerait pas d'objectifs militaires ou de combattants, ou ça peut aussi avoir de graves conséquences sur les droits de l'homme, notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être discriminé, bon, voilà. Finalement, il y a la collecte systématique de données personnelles, y compris celles révélant l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses, autres, état de santé ou vie sexuelle qui exposent les personnes concernées à des risques importants d'atteinte à leur dignité humaine et de discrimination, en particulier dans le cadre d'opérations de surveillance et de maintien de l'ordre. En termes d'opportunités que ces technologies peuvent offrir, bon, je pense qu'en premier lieu, c'est plutôt une critique plutôt qu'une opportunité, mais il y a lieu de questionner l'application générale de nouvelles technologies
tels que l'IA dans le domaine de la sécurité. Il y a on prend cela comme une réalité qui doit aller de l'avant. Il n'y a vraiment aucune remise en question et les débats portent davantage sur les régulations que les interdictions potentielles de certains types ou certaines utilisations de l'IA. Les technologies numériques, alors parmi les avantages, c'est l'utilisation aussi pour des exercices d'enquête ou de redevabilité de technologies numériques pour l'analyse de données. L'intelligence artificielle peut constituer un outil important dans ces enquêtes. Elles permettent de documenter les violations de manière plus rapide et accessible, y compris dans les zones difficiles d'accès et en temps réel. Et donc, il y a eu, par exemple, dans ce contexte, le protocole de Berkeley sur l'utilisation des sources ouvertes numériques dans les enquêtes qui fournit un cadre méthodologique qui aide pour ces enquêtes. Donc, ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont encadrées par des normes robustes, peuvent constituer des puissants leviers pour renforcer la documentation, la transparence et la redevabilité en matière de droits de l'homme. Et un autre, pour aussi reprendre les avantages potentiels, c'est que l'utilisation de l'IA pourrait mitiger et réduire les risques pour les civils, tels que mentionné précédemment. Donc, il pourrait y avoir une utilisation de l'IA dans les systèmes d'aide à la décision qui pourrait permettre une meilleure prise en compte de la présence d'infrastructures critiques pour la population civile ou un choix de moyens ou de moments d'une attaque qui permettrait de minimiser les pertes civiles. Mais cela présuppose qu'on a affaire à un acteur qui désire respecter le droit international. Malheureusement, notre travail nous permet de constater que l'évolution récente des conflits armés démontre que nous n'avons que rarement, malheureusement, affaire à des parties qui appliquent et interprètent leurs obligations de bonne foi et correctement à la lumière de l'objet et du but des traités de DIH, qui est essentiellement la protection des victimes des conflits armés. Et donc, dans beaucoup des débats, on voit que il y a en fait, les discussions sont centrées autour d'un idéal d'un acteur bienveillant par rapport au droit. Malheureusement, ce qu'on constate dans les conflits armés, c'est que ce n'est que rarement le cas, c'est pas souvent le cas. Merci beaucoup. Vous dressez là un constat. Vous mettez bien en regard les risques, les opportunités. Alors maintenant, pourriez-vous nous dire un mot peut-être des pistes sur lesquelles travaille le Haut-Commissariat pour précisément tenter d'encadrer ou en tout cas de faire des recommandations qui permettraient de rencontrer ces différents risques et de se saisir des opportunités en question. Quelles sont les initiatives sur lesquelles vous travaillez? Merci pour la question. Donc, en premier lieu, je voudrais rappeler qu'il est aussi bien revenir sur la question du double usage de l'IA. Et donc, beaucoup de notre travail au HCDH va se concentrer sur l'IA qui est développée et utilisée dans le domaine civil, mais aussi dans le domaine sécuritaire. Mais avec comme c'est des technologies à double usage, les mêmes leçons et les mêmes règles s'appliquent aussi s'appliqueraient pour l'usage militaire. Le HCDH donc peut contribuer de différentes manières aussi bien à la gouvernance de l'IA. On a par exemple les rapports publics du Haut-Commissaire, le renforcement des capacités et des connaissances en matière de droits de l'homme et le travail de BITEC. Je vais rapidement parler de ces trois domaines si l'on veut. Le HCDH ces dernières années a publié plusieurs rapports sur le sujet de l'IA et par exemple l'IA et le droit à la vie privée, les processus de normalisation technique relatifs aux nouvelles technologies numériques et comment elles devraient intégrer les droits de l'homme. Dans ces rapports, le HCDH formule des recommandations sur la conception, l'utilisation et la régulation de l'IA à l'intention des divers acteurs, notamment des États et des entreprises. Le HCDH a aussi participé plus dans le domaine militaire, si l'on veut, aux 2 éditions du sommet sur l'utilisation responsable de l'IA, les REAIM, aussi bien en 2023 qu'en 2024. L'objectif de notre participation était de réaffirmer l'application du droit international des droits de l'homme au cycle de vie de l'IA et à démontrer les conséquences de l'IA dans le domaine militaire sur les droits de l'homme. Un outil central pour garantir la conformité de l'IA avec le droit international est l'opérationnalisation de la diligence raisonnable ou diligence voulue en matière de droits de l'homme.
Et cela devrait faire partie intégrante de la conception, du développement et du déploiement de l'utilisation de ces technologies. Et ces rapports font justement référence à la mise en œuvre donc de cette diligence raisonnable, qui est essentielle pour une gestion crédible et efficace des risques pour les droits de l'homme, ainsi que pour la gestion des risques réputationnels et opérationnels. L'importance de la diligence raisonnable dans le contexte des technologies numériques a également été reconnue par le secrétaire général des Nations Unies qui a chargé le HCDH d'élaborer des orientations du secrétaire général sur la politique de diligence voulue pour l'usage des technologies numériques par les Nations Unies. Donc ensuite, il y a un grand aspect du travail du HCDH sur les entreprises et les droits de l'homme en fait. Vu que l'innovation en matière d'IA est en grande partie ou en majorité portée par le secteur privé, les avancées commerciales devancent les applications militaires. Et là, c'est dans ce contexte que vraiment les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui se basent sur le DIDH, mais qui regardent aussi, qui disent que le DIH doit être pris en compte lorsque ces entreprises ont des activités qui ont un lien avec des conflits armés, offre un cadre solide pour une conduite responsable des États et des entreprises dans le domaine de l'IA. Ces principes directeurs précisent également que dans des... Ouais, voilà, ce que je disais. Notamment, il y a un projet plus précis qui est le projet BITEC, qui vise à promouvoir une conduite responsable des entreprises dans le domaine de la technologie. Et elle fournit des orientations et des ressources pour la mise en œuvre de ces principes directeurs, ainsi que des formations sur les droits de l'homme à destination des entreprises du secteur numérique. Et il y a aussi une communauté de pratiques BITEC qui a été créée en 2020 afin d'offrir un espace commun aux entreprises technologiques et au HCDH pour discuter collectivement des défis, des solutions et des bonnes pratiques. Donc, par rapport au rôle que le HCDH pourrait jouer, je pense que l'association du HCDH aux différentes initiatives et processus de gouvernance permettra d'opérationnaliser les différents concepts tels que la transparence, la non-discrimination et la participation. Même lorsqu'il s'agit de vraiment conduire des hostilités, c'est des concepts qui ne sont pas développés en droit international humanitaire et qui peuvent donc, leur interprétation dans le droit international humanitaire devrait être fait à la lumière de ce qui a déjà été développé de manière extensive en droit de l'homme. Le HCDH peut aussi contribuer son expertise dans le domaine de la gestion des données et la politique de diligence voulue. On pourrait revenir, je vois que le temps coule, donc je reviendrai. Voilà. Certainement l'occasion d'y revenir dans le débat. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments et je me tourne à nouveau vers le docteur Kirkham. On a l'impression très souvent, et en tout cas si on prend les choses de manière diachronique depuis, je dirais, l'origine du débat multilatéral sur les questions liées à la gouvernance du numérique, et puis aujourd'hui de l'IA, et je pense notamment à tout ce processus du sommet mondial sur la société de l'information, sommet qui s'est tenu, vous le savez, en 2003-2005, et on a vu à ce moment-là, et on a continué à voir les années suivantes et jusqu'à aujourd'hui, dirais-je, quand même des mondes un peu parallèles se développer entre la réflexion technologique, y compris sur le plan gouvernemental ou intergouvernemental, et puis le débat juridique, le débat politique. Avec le processus mené depuis 2018 à travers la mise en place notamment du panel de haut niveau sur la coopération numérique, puis la feuille de route numérique promue par le secrétaire général des Nations Unies, et enfin la négociation et l'adoption du pacte numérique mondial, peut-être que ces courants vont se rejoindre. Il n'empêche, il y a une certaine fracture, peut-être je caricature un peu en disant ça, entre les problématiques liées au droit international, au DIH notamment, et leur application dans le domaine technologique, dans celui de l'IA. Comment pourrait-on faire le lien, à votre estime, de manière effective entre monde juridique, monde politique, j'ai envie de dire aussi monde technologique, et quelles leçons tirer pour que les initiatives et procédés en cours
et à venir dans ce domaine puissent se révéler efficaces. Docteur Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur, pour cette question et pour ces mots qui résonnent assez fortement avec l'approche effectivement en tout cas, que nous essayons d'adopter. J'aimerais un peu profiter de ma casquette ministère des Armées pour aussi élargir un peu votre question, si vous me le permettez. Pour ce qui est du respect du droit international et en particulier du droit des conflits armés, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ça n'intéresse pas, pardon, que les juristes et les politiques, mais ça intéresse surtout nos opérationnels, nos militaires, qui, en tout cas, pour ce qui est du droit des conflits armés, sont les premiers responsables de l'application de ce droit. Et le droit international, comme cela a été soulevé, c'est un droit interétatique qui nécessite, en tout cas, la pleine participation de tous les acteurs concernés, soit les États. Et par ce tour d'horizon, et vraiment pour faire écho à vos propos, pour ce que vous avez appelé d'une fracture, ce qui est particulièrement important, je crois, et ce dont il faut se rendre compte, c'est que la gouvernance de l'IA, dans le domaine militaire tout du moins, ne peut pas se faire de manière cloisonnée. Il faut effectivement que toutes les approches soient mises autour de la table de telle sorte à ce que rien ne soit laissé de côté. La position française là-dessus, elle est assez claire, tout du moins pour ce qui porte sur le droit international. Toute diplomatie internationale, toute avancée sur la construction, on va dire, d'un cadre applicable à l'IA militaire doit se fonder sur la légalité internationale et donc cela comprend effectivement le droit international humanitaire ou droit des conflits armés. Et donc, la question de l'opérationnalisation et le respect de ce droit, c'est au cœur de la diplomatie française. Et donc là, on a une chance, on va dire, dans ce domaine qui est la collaboration pleine et entière entre nos services politiques, nos autorités politiques et le conseil juridique. Et je voudrais un peu pour faire état, une fois n'est pas coutume, de bonnes pratiques en la matière, à mon sens, ce qui se passe dans le cadre des discussions pour le groupe d'experts gouvernementaux sur les systèmes d'armes létaux autonomes montre bien en tout cas l'apport et l'intérêt d'expertise croisée de différents domaines. Par exemple, la construction de la position française dans cette enceinte se fait par une pleine collaboration entre l'état-major des armées, la direction des affaires juridiques du ministère des Armées, la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et aussi nos autorités politiques. C'est-à-dire que nos militaires nous font part de leurs contraintes opérationnelles, de leur vision technique aussi souvent, que le conseil juridique aussi doit prendre en compte et essayer d'orienter. Cette position consolidée est ensuite portée auprès de nos autorités politiques qui, en tout cas, la prennent et la diffusent plus largement. Et donc, ce qui nous semble important pour toutes, on va dire, quelles leçons tirer à notre petite échelle pour les initiatives et les procédés en cours, c'est vraiment d'avoir cette vision 360 sur tout ce sujet, allant, on va dire, de contraintes opérationnelles à des contraintes plus politiques. Et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir ensuite, mais je souhaite en dire un mot, puisque cela, en tout cas, me semble faire écho à vos propos sur tout ce qui porte notamment sur le rôle des entreprises, et ce qu'a dit aussi mon copanéliste juste auparavant. Un processus, en tout cas international, lié à la question de l'IA dans le domaine militaire ne peut pas se faire non plus sans la société, on va dire, privée et donc les entreprises. En effet, pour nous, le monde industriel a un rôle à jouer qui est très important et nous y reviendrons peut-être, mais à échelle nationale, la France a pris conscience en tout cas de l'importance de travailler avec les acteurs privés par le biais de la création de notre agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, qui en tout cas fait le lien, s'avère de faire le lien entre le côté, on va dire, opérationnel militaire, mais aussi le monde privé. Et ça nous semble important puisque en tout cas, les industriels sont les premiers à concevoir et à fabriquer ces systèmes. Et c'est aussi une manière, en tout cas en les intégrant, de les responsabiliser et d'être certain que toute gouvernance de l'IA, en tout cas, ne sera pas décorrélée du réel. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est particulièrement important. Et comme mon collègue, je vois que le temps file et je ne souhaite pas excéder mon temps de parole, mais encore merci pour cette question très intéressante. Merci, vous n'excédez pas du tout, nous sommes parfaitement dans les temps et je me tourne à nouveau vers vous, Yasmine, au regard des initiatives et procédés en cours dans le domaine de l'IA pour la paix et
et la sécurité internationale. Hein, on revient à votre champ de compétences. Quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler au regard des recherches menées par l'UNIDIR dans ce domaine au cours des dernières années? Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je pense que je suis ravie que mes deux copanélistes ont en fait mentionné la participation des industries, parce qu'en fait, en plus de nos projets de recherche ainsi que de nos engagements au niveau régional, l'UNIDIR a également lancé en fait en mars 2024, en partenariat avec Microsoft, une initiative nommée RAISE, qui constitue en fait un acronyme en anglais pour The Roundtable for AI Security and Ethics. Et donc cette initiative consiste grosso modo à convenir sous différents formats un dialogue multipartite sur l'IA et la sécurité avec des représentants de l'industrie comprenant tant les big tech mais ainsi que les petites et moyennes entreprises, des experts du monde académique, des institutions de recherche, des représentants d'organisations internationales ainsi que d'agences gouvernementales avec toutes les nationalités des P5, donc la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine qui sont représentés, et les pays en voie de développement, notamment l'Inde, le Kenya, l'Équateur, avec également notre intervenant Eric qui fait également partie de ce réseau. Tenons compte en fait de ces activités ainsi que de nos recherches. Je souhaite mettre en avant 3 recommandations. Donc, premièrement, ce serait de privilégier les discussions multipartites de façon très pragmatique et comme l'a dit Johan juste à l'instant, et tenant compte de la réalité en fait d'aujourd'hui où la plupart, si ce n'est que ou la plupart, ou si ce n'est la majorité, des avancées techniques aujourd'hui proviennent du secteur privé ainsi que du secteur académique, y compris dans le domaine militaire. Et ces plateformes pour les discussions en fait doivent être neutres et indépendantes, transcendant les barrières géopolitiques. Bien sûr, tenant compte du fait que ces discussions multipartites ne sont pas forcément toujours faisables ou même appropriées au regard de certains États. Il est donc important en fait de pouvoir naviguer ces sensibilités et pour la communauté internationale de réfléchir de façon plus globale sur ce qui serait faisable et à quel niveau, donc que ce soit de façon internationale, régionale ou nationale, et de réfléchir sur ce qui serait et avec quels acteurs en particulier en fait conduire ces engagements. Ma deuxième recommandation porte sur les opportunités qu'offrent les dialogues au niveau régional. Donc, bien sûr, ces discussions ne viseraient pas à remplacer ceux au niveau international. Au contraire, en fait, il s'agit de les renforcer en offrant aux États ainsi qu'aux acteurs régionaux une plateforme spécialisée et focalisée. Cette portée limitée des discussions permettront de capturer en fait les nuances et les réalités locales qui ont tendance à se perdre dans les forums internationaux et plus de haut niveau. Ceci permettra à son tour de mieux comprendre le positionnement en fait des États des autres régions, offrant ainsi des perspectives nouvelles et fraîches, appuyant une meilleure compréhension d'autrui. Celle-ci étant propice pour un avancement dans la gouvernance internationale de l'IA dans le domaine militaire. Enfin, je souhaite avancer à la troisième recommandation qui constitue en fait avec les opportunités qu'offre le développement et l'adoption d'une stratégie nationale dédiée à l'IA dans le domaine de la sécurité et la défense. Que ce soit pour donner en interne un mandat précis à différents organismes étatiques dans la gouvernance de ces technologies ou même pour mobiliser les ressources requises pour l'implémentation de cette vision stratégique, l'adoption d'un tel document pourrait en fin de compte aider les États à vraiment tirer parti des opportunités que ces technologies ont à offrir dans le respect du droit international et tout en minimisant les risques encourus. Et ce, bien sûr, tenant compte du fait que pas tous les États ont eu le temps et les ressources de développer un tel document. L'UNIDIR a rédigé l'année dernière une série de guidelines, donc des points en fait pour guider le développement ainsi que l'implémentation de tels documents de stratégie nationale dans le secteur de l'IA et la défense et la sécurité. Je tiens aussi compte du fait que je suis très pointue sur le timing, donc je réalise qu'on arrive au deuxième. Vous êtes absolument parfaite puisque la conduite prévoyait que nous terminions cette partie à 15h55. Il est précisément 15h55. Vous avez été formidable en termes de précision et de concision, ce qui ne s'allie pas toujours. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie de cette discussion, celle à laquelle nous vous
convions également. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ici dans la salle ou en ligne. Pour ce qui concerne la salle, le plus simple est probablement pour ceux qui en ont en tout cas de soulever votre panonceau. Et puis en ligne, nous serons informés des éventuelles questions. Je répète que nous arrêtons là l'enregistrement. Vous pourrez retrouver dans quelques temps la discussion telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à présent sur le site de l'Unidir, je pense. Voilà, très bien. Pour clôturer, je voudrais commencer par la fin de la clôture. Nous devrions pouvoir avoir un QR code distribué, non, qui va s'afficher. Il s'affiche, il est distribué, il est là, il est devant vous. Merci de bien vouloir répondre au petit questionnaire de satisfaction qui se trouve en suivant le lien indiqué par ce QR code, parce que c'est ça qui nous aide à faire ces réunions, puisqu'elles dépendent des financements de nos organisations, et c'est en montrant qu'elles recueillent un certain intérêt que nous pouvons évidemment plaider pour les poursuivre. Donc ça nous est très utile. Je vais réduire ma conclusion à 2 points extrêmement rapides, si vous voulez bien. Je retiens que l'enjeu est le cadre de gouvernance. Ça n'a pas été dit tout à fait comme cela, mais toutes les petites rivières là qui ont été pointées ramènent à ce fleuve. Nous avons l'opportunité et je dirais la responsabilité de créer un cadre de gouvernance pour un usage raisonné et optimal de l'intelligence artificielle. Beaucoup de jalons sont déjà posés, mais c'est ça qui est essentiel. Et la docteure Kirkham disait tout à l'heure à la question sur la déresponsabilisation, comment la prévient-on? Eh ben, elle disait finalement, justement de manière préventive, en ayant un cadre qui permet déjà d'anticiper le plus de problèmes possible. C'est vraiment l'enjeu. Et mon deuxième point, c'est que j'ai le sentiment, pour suivre ces matières depuis bientôt 3 décennies, hein, on ne rajeunit pas, c'est que c'est la première fois, j'ai le sentiment que le politique, en tout cas sur le plan multilatéral, mondial et régional, se trouve à peu près en phase avec la technologie. Il y a ce discours constant de dire la technologie va plus vite que la décision politique. Ici, sur la prise de conscience, il n'y a pas une simultanéité, mais on n'en est pas loin. Et donc, c'est une vraie opportunité. Nous avions une question, c'est vrai, j'ai oublié de la relayer en ligne, 2 questions en réalité qui toutes les 2 portaient sur la place de la société civile. Oui, il y a des enceintes spécialisées, notamment à propos du dialogue sur l'IA en discussion actuellement au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et d'autres lieux de ce type-là. Pour ce qui concerne la francophonie, ce forum francophone du 5 et 6 juillet prochain inclura la société civile. Donc il y a vraiment des espaces et c'est important de les investir aussi. Je vous remercie, on va en rester là. Cette fois-ci, on a dépassé de 7 minutes, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'était très riche. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour la 10e rencontre francophone sur les questions liées au désarmement, dont on ne sait pas encore très bien quand elle aura lieu, mais dont on sait qu'elle aura lieu. Au revoir, bonne fin d'après-midi, bonne soirée.